Bonsoir à tous. Merci d'être ici ce soir pour renaître ensemble à notre langue quotidienne. Je suis Cécile Cosculuela, je suis maître de conférence à l'Université de Pau. Je m'intéresse plus particulièrement à la sémiotique, la linguistique et la traductologie. Et ce soir, donc, je vous invite à réfléchir ensemble au concept de temps grammatical, temps chronologique et temps interprétant. Et pour ce faire, donc, je vous propose de participer à un petit sondage. Vous pouvez flasher le code QR sur l'écran pour répondre à quelques questions, il n'y en a pas beaucoup. La première de ces questions, c'est la fonction des temps grammaticaux est-elle d'indiquer le présent, le passé et le futur chronologique. On regardera les résultats ensemble après la présentation, pendant le petit temps de parole. Et il me tarde d'ailleurs déjà de voir ces résultats. Là, pour l'instant, on va considérer que, oui, d'une manière générale, un temps grammatical, on a tendance à considérer que sa fonction, c'est d'indiquer un temps chronologique. Et d'ailleurs, c'est le même mot « temps » qu'on utilise aussi bien pour parler de grammaire que de chronologie. Et quand je dis « j'aime »,« j'aimais »,« j'aimerais », automatiquement, dans mon esprit, j'associe les temps grammaticaux au temps chronologique. Et en anglais, on va retrouver également des problèmes de terminologie du même ordre, puisque quand je parle du present ou du past, eh bien, ça peut référer aussi bien au tense, le temps grammatical, que au time, le temps chronologique. Ça peut marcher pour les deux. Donc, on pourrait retenir que, voilà, d'une façon générale, d'une façon générale, on peut dire que dans notre inconscient collectif, on a retenu cette idée qu'un temps grammatical, ça réfère à un temps chronologique. Alors, est-ce que c'est aussi le cas des spécialistes qui se sont davantage penchés sur la question, comme les linguistes ou les grammairiens? On trouve dans Le bon usage de Maurice Grévis les temps situent l'action dans la durée. Donc la même idée que les temps grammaticaux réfèrent au temps chronologique. Et puis il enchaîne ensuite sur une présentation des conjugaisons françaises. On peut noter, ça sera important pour la suite, qu'il utilise le mot action ici. Ça va être vraiment un mot important. Et également le terme aspect qui néanmoins ne figure pas dans l'édition originale et qui par contre apparaît dans un ouvrage qui lui est antérieur, publié, un ouvrage plus spécialisé dont le sous-titre est « Théorie des aspects, des modes et des temps ». Et je crois que c'est la première fois ou une des premières fois qu'un auteur publie, donc là on est en 1929, un ouvrage dans lequel ces trois termes sont réunis. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on étudie la question des temps, eh bien, les deux autres termes lui sont presque automatiquement associés. Et donc là, dans cet ouvrage plus spécialisé, on nous dit que le temps grammatical, c'est d'abord une opération mentale, une représentation du temps qui est quand même distincte du temps chronologique. Mais finalement, on revient quand même à cette idée que fondamentalement, un temps grammatical, ça a pour fonction de référer à un temps chronologique. Continuons ce petit tour d'horizon avec la grammaire méthodique du français, qui est l'ouvrage de grammaire le plus utilisé actuellement en France, dans lequel on trouve effectivement ces trois termes qui, nous dit-on, sont trois des catégories qui nous permettent d'étudier les rapports de la langue avec le monde. Et donc là, ce sont deux mots vraiment très très importants et on va se demander justement quel est le rapport entre la langue et le monde. Et pour mieux comprendre ce rapport, on va l'aborder sous un angle sémiotique, avec la sémiotique donc, de Peirce, une sémiotique triadique, où le signe peut s'expliquer de façon assez simple en prenant par exemple le mot voiture. Voiture, ça va être le support de l'information, ce qu'il appelle lui le représentamen, et ça tient lieu, ça renvoie, ça réfère à un objet dans le monde réel, dans le monde extralinguistique. Mais ce monde extralinguistique, ce monde réel, je n'y ai accès qu'à travers l'interprétation que je m'en fais.
Et ça va être une dimension fondamentale, la dimension interprétante, qui nous montre bien que non, la langue, elle ne sert pas à parler du monde, il n'y a pas un lien direct entre le linguistique et l'extra-linguistique. En réalité, ou du moins c'est mon point de vue, mais chacun ne peut que exprimer son point de vue. En réalité, de mon point de vue, ce qui se passe, c'est que, on a un support d'information, par exemple le mot voiture, qui renvoie au monde réel auquel on n'a accès qu'à travers l'interprétation qu'on s'en fait. Et donc, pour la sémiotique de Peirce, ça va être très important de voir qu'il y a ici 3 catégories différentes. On a d'abord la priméité, qui est le mode d'être de ce qui existe en lui-même, de ce qui est en lui-même, indépendamment de quoi que ce soit d'autre. Donc le mot voiture, là, qui existe indépendamment de quoi que ce soit d'autre, et qui renvoie au monde des objets, au monde de la secondéité, le monde des faits bruts, de l'actualité, de l'existant, pour un interprétant, puisqu'il faut qu'on fasse la relation entre les deux premiers pour pouvoir vraiment comprendre, interpréter. Donc ça, ce sont des perspectives que je vous propose de garder en mémoire et pour bien comprendre justement notre propos. Et on continue notre tour d'horizon avec toujours la GMR, où on nous dit encore que effectivement un temps chronologique, ça sert à indiquer un temps grammatical. Un temps grammatical. Ça sert à indiquer un temps chronologique. Ça situe le procès. Le procès, c'est l'action ou l'état exprimé par le verbe. Et puis on approfondit la réflexion et on voit que finalement, et on le sait tous, un verbe au présent, ça peut très bien situer une action, un procès, maintenant, avant ou dans le futur. Et donc finalement, on arrive à la conclusion que cette pluralité de valeurs temporelles contradictoires, ça nous amène à conclure qu'il n'y a pas de sens temporel, c'est-à-dire que les temps grammaticaux, finalement, ils n'ont pas pour fonction de référer à des temps chronologiques, finalement. Et puis on enchaîne, après cette conclusion, sur une liste des différentes valeurs temporelles, valeurs chronologiques, donc, auxquels réfèrent les temps grammaticaux, en l'occurrence le présent. Donc on voit quand même que c'est une question qui n'est pas si facile que ça, puisque d'abord on nous dit, oui, un temps grammatical, ça réfère à un temps chronologique, puis on nous dit ensuite l'inverse, et on revient à des choses qui nous sont plus accessibles en faisant une liste des valeurs du présent. Ça peut être maintenant, ou un peu plus étendu, ou encore plus étendu au point que ça devient permanent, puis ça déborde sur le passé proche, ou le passé lointain, le futur proche ou le futur lointain. On a l'impression qu'on regarde la surface des choses et ça donne envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, de chercher justement le point commun à tous ces constats qui sont un petit peu à la surface. Et le point commun, la valeur commune à toutes ces possibilités, ça va être donc ce qu'on appelle l'invariant. L'invariant, c'est cette valeur constante qu'on retrouve derrière les apparences, la surface des choses. Ça a été beaucoup développé par Henri Adamczewski dans sa grammaire linguistique de l'anglais. Et c'est pareil avec la référence sémiotique. On va garder ça présent à l'esprit pour poursuivre notre tour d'horizon de cette question. Et donc là, on va constater qu'il s'agisse de grammaire française ou de grammaire anglaise, quand on veut étudier la question des temps, on doit aussi regarder celle du mode et des aspects. Et ça va être pareil en grammaire anglaise. Et là, c'est vraiment tentant, me semble-t-il, de se demander si la culture française, la grammaire française, n'a pas fait un copier-coller de la grammaire anglaise. Il me semble que la question se pose. Même si après il y a des adaptations, puisqu'on voit que les modes en anglais, ça va être les modaux, donc may, can, etc. Et puis en français, les modes, ça réfère à l'indicatif, le subjonctif. Donc il y a des différences comme ça, mais on va retrouver les 3 mêmes éléments pour aborder la grammaire française et la grammaire anglaise. Alors, un mot sur le temps. Par exemple, le futur. Est-ce que le futur, en français, ça sert à indiquer le futur chronologique ? On va prendre un exemple.
Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Qu'est-ce que tu feras l'année prochaine? Et en fait, on a quand même assez vite vu, on remarque assez rapidement que c'est l'année prochaine qui va nous indiquer le futur chronologique. Et ça sera la conclusion qu'on tirera. D'ailleurs, le futur chronologique, il est indiqué uniquement par les marqueurs chronologiques, les marqueurs de temps, de type l'année prochaine. Et pour expliquer la différence au niveau des temps grammaticaux, eh bien, on peut recourir de nouveau à la grammaire linguistique de l'anglais, qui nous dit que quand on prend la parole, c'est l'idée de base d'Henri Adamczewski, quand on s'exprime, de deux choses l'une, soit il n'y a rien de particulier dans notre espace de communication, représenté ici par un disque jaune, il n'y a rien de particulier qui a un rapport avec ce que je veux dire, et du coup, je vais présenter l'information pour elle-même. Qu'est-ce que tu fais? Je fais tel truc. Ce qu'il m'importe, c'est de donner l'information, la présenter aux personnes auxquelles je m'adresse. Et puis, un deuxième cas de figure dans lequel il y a déjà dans mon espace de communication quelque chose qui est présent et qui a un rapport avec ce que je veux dire. Par exemple, on est en train de parler de ton baccalauréat que tu passes cette année. Et je vais dire, oui, mais si tu n'as pas ton bac, qu'est-ce que tu feras? Et on voit que le futur, il va être employé non pas pour référer au futur chronologique, mais pour exprimer la valeur qui est propre au futur grammatical, c'est-à-dire l'idée de présupposition. Il y a déjà quelque chose dans mon espace de communication par rapport auquel je dis ce que je dis. Donc là, je vous ai résumé l'idée d'Henri Adamczewski qui peut s'appliquer à des tas de points de grammaire dans de nombreuses langues. Et donc ici, par exemple, ça s'applique très bien à la distinction entre le présent et le futur. Et ces deux orientations, donc lui, il appelle ça la phase 1 et la phase 2. Donc je présente un fait, c'est la phase 1, et je reviens sur quelque chose qui est déjà là. Je ne dis pas ça pour dire ça, je dis ça par rapport à autre chose. Ça, c'est une opération de phase 2. Et puis, comme les termes ne sont pas forcément très parlants, son étudiant, donc Jean-Pierre Gabilan, dans sa grammaire expliquée de l'anglais, a proposé des termes qui sont plus clairs, statut posé, statut repris. Et moi, personnellement, j'aime bien utiliser les termes sémiotiques d'inscription et de méta-inscription, donc méta, au-delà en grec, avec la méta-inscription. Quand je dis qu'est-ce que tu feras, je vais au-delà de la présentation de la question pour elle-même et je reviens sur quelque chose qui est déjà présupposé. On pourrait avoir l'impression qu'il s'agit d'une perspective binaire, une perspective dyadique, et en réalité, pas du tout. On constate que finalement, il y a de nombreux liens entre la linguistique d'Adamczewski, qu'il appelle la méta-opération, et que ses étudiants appellent la théorie des phases, et que justement, l'idée de présupposition, eh bien, c'est l'idée de relation que Peirce a appelée en sémiotique la tiercéité, et qui est le troisième élément, donc par rapport à la secondéité qui, elle, est le domaine de l'existant, du fait brut. Donc on voit que ça marcherait bien. Après, la sémiotique peircienne, elle est vraiment triadique, mais on a bien un troisième élément ici, dont on parle moins, mais qui est toujours le point de départ sous-jacent, c'est le niveau notionnel, le niveau des notions lexicales qui sont dans ma mémoire, dans les dictionnaires, etc., qui sont toujours à ma disposition et qui constituent donc la priméité d'un point de vue sémiotique. Et ces éléments, je peux donc les poser dans mon espace de communication, je vais les inscrire, on est dans la secondéité, ou bien je vais les employer en relation avec autre chose, on est dans la méta-inscription, dans la tiercéité. Et donc cette perspective, déjà, ce lien entre la linguistique et la sémiotique, et puis cette façon d'expliquer la différence entre le présent et le futur, où on voit bien que finalement le futur ne sert pas à référer au temps chronologique, c'est déjà, me semble-t-il, une façon de renaître à notre langue quotidienne, puisqu'on voit les choses de façon un petit peu différente. On pourrait dire beaucoup de choses intéressantes sur les modes. Je vais juste vous inviter à flasher le code QR qui est sur l'écran pour retrouver l'interview que j'ai faite ici même l'année dernière de 2 collègues linguistes qui ont des tas d'exemples très intéressants comme celui-ci. Là, je suis content que tu sois là. Et évidemment, que tu sois là, t'es là quand j'emploie le subjonctif. Et donc, ils expliquent ces éléments de manière très intéressante.
On va dire quelques mots des aspects, l'aspect inaccompli, l'aspect imperfectif. Alors les modes et les temps, on les étudie depuis très longtemps, et puis l'aspect, c'est beaucoup plus récent, hein, sous l'influence des travaux sur les langues slaves, le russe notamment. Et aujourd'hui, l'aspect occupe une place importante, il occupe le devant de la scène. Mais dès 1929, dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure, on trouve l'idée que l'invariant de l'imparfait, c'est l'aspect inaccompli, imperfectif, duratif, progressif. Tout ça, ça réfère sous un angle un peu différent à l'idée d'action en cours de déroulement. Et ça marche bien quand on dit « il pleuvait », effectivement, on voit la pluie en train de tomber. Et par contre, quand on dit le 5 mai 1821, Napoléon mourait à Sainte-Hélène, là, on a un problème et on voit que c'est pas possible d'envisager la même explication. En revanche, si on utilise la théorie méta-opérationnelle, la théorie des phases, effectivement, le passé composé et le passé simple, ce sont des opérateurs de phase 1 qui permettent de faire une inscription. Il s'agit de présenter les faits. En revanche, donc, l'imparfait, lui, il va servir à revenir sur quelque chose qui est déjà là. Et je vais dire, il mourrait quand je vais tirer une conclusion de ce que j'ai déjà dit, ou bien quand je vais présenter ce que je vais dire ensuite. On sent qu'il y a une relation avec autre chose, une présupposition, qu'on est donc dans la tiercéité. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur cette idée communément admise à l'heure actuelle, selon laquelle il y aurait en anglais 2 temps grammaticaux, le présent et le prétérit. Alors, il faudra qu'on parle aussi du futur. On verra que le futur, ça n'est pas un temps grammatical. Et donc, cette présentation des 2 temps grammaticaux, on peut en trouver une ici, qui est toute récente. Elle a été publiée cette année, où on voit effectivement les 2 temps, le présent et le prétérit. Et puis ensuite, c'est combiné avec 4 aspects qu'on voit ici pour donner les 8 conjugaisons de l'anglais. Alors, il y aurait pas mal de remarques à faire, notamment sur la terminologie, on dira un mot, et puis sur cette présentation, parce que si l'idée c'est d'éclairer sur la logique qui permet de fabriquer les conjugaisons anglaises, eh bien, on voit mal justement cette logique ici. Le double aspect, on comprend bien que c'est ces 2 aspects réunis, bi plus ing et av plus ven, le parfait, mais le 0, là, est-ce que c'est l'absence de bi plus ing, est-ce que c'est l'absence de parfait, est-ce que c'est l'absence des 2, c'est un peu les 3. Bref, ça ne permet pas de vraiment voir, mettre en évidence la logique qui préside à la fabrication des formes verbales, des conjugaisons en anglais. Et pour bien comprendre comment les conjugaisons sont fabriquées, il faudrait qu'on trouve quels sont les éléments qui sont combinés les uns avec les autres pour fabriquer ces conjugaisons. Donc les éléments, on les voit là, mais c'est leur logique qui n'est pas tellement mise en évidence, alors qu'elle apparaît clairement, me semble-t-il, dans l'équation verbale. On en voit ici une version réduite, où on retrouve le présent et le prétérit, et là on comprend bien que quand on conjugue un verbe, on doit d'abord choisir de mettre soit le présent, soit le prétérit, et ensuite on doit choisir de mettre le parfait ou de ne pas le mettre, ce qui n'apparaît pas forcément clairement ici. On voit bien que effectivement, quand on a à la fois le parfait et bi plus ing, c'est le parfait qui apparaît en premier dans l'exemple, mais tant qu'à faire, autant le mentionner en premier ici dans la logique. On comprend que c'est lui qui sera mentionné en premier s'il doit apparaître, mais on peut aussi choisir de ne pas le mentionner. Et puis, une fois qu'on a fait les 2 premiers choix, on enchaîne sur le 3e. Est-ce que je mets bi plus ing ou pas? Donc, on voit bien ici la logique qui préside à la fabrication des temps grammaticaux en anglais, des formes verbales conjuguées. On voit que c'est le résultat de la combinaison de 3 microsystèmes binaires. Et comme ces combinaisons, ça permet de fabriquer 8 conjugaisons différentes, les combinaisons de base, ça va être les conjugaisons, eh bien, on peut reproduire 8 fois cette micro-équation pour mettre à l'intérieur les choix, justement, les combinaisons que ça permet de créer. Alors, vous allez voir, c'est très facile. D'abord, je choisis un des 2, je choisis le présent, je choisis de ne pas mettre le parfait, je choisis de ne pas mettre bi plus ing, ça me donne le présent simple. Là, je fais le même choix, mais après, arrivé à la fin, je change, ça me donne le présent bi plus ing.
Ensuite, je reste sur le présent, mais cette fois-ci avec le parfait, et puis d'abord la forme simple, et ensuite la forme B plus ING. On voit que c'est d'une logique, d'une grande rigueur, c'est hyper simple, hyper facile. Une fois que j'ai compris ça, qu'on prend le prétérit, c'est très facile, il suffit de remplacer VS par VED. Et puis au niveau de la terminologie, les noms des conjugaisons, on voit bien que ça suit complètement les noms des opérateurs. Ok ? Donc voilà, et après je m'étonne un peu franchement de voir ici le terme progressif. Bon là il y a marqué present perfect, on voit bien que le nom de la conjugaison n'est pas parfait, n'est pas complet, pardon. Le nom de la conjugaison n'est pas complet, ça montre pas qu'on a compris qu'il y avait 3 opérateurs dans cette conjugaison. Et le présent parfait, il peut être aussi bien simple que B plus ING, mais si je dis que présent parfait, je ne dis pas duquel des deux je parle. Et puis pour la forme progressive, c'est vraiment surprenant, d'autant qu'en plus on retrouve le terme dans le titre d'un chapitre qui nous dit que le présent dit progressif est mal nommé car son sens n'a rien de progressif. Et que donc c'est pour ça qu'on l'appelle le présent B plus ING. Bon, donc voilà, il y a des choses comme ça un petit peu surprenantes. En tout cas, donc ici, on retrouve dans cette présentation des conjugaisons de l'anglais, on retrouve des temps grammaticaux de l'anglais, on retrouve donc la logique qui est à l'œuvre pour fabriquer ces conjugaisons. On voit qu'on a combiné le présent ou le prétérit avec la forme simple ou la forme B plus ING. À chaque fois, on retrouve les mêmes. Hein. Et puis, on a aussi choisi de mettre le parfait ou de ne pas le mettre. Et ensuite, les noms des conjugaisons, ils collent aux opérateurs. On retrouve vraiment une logique très rigoureuse. Et du coup, on peut se demander, mais alors pourquoi est-ce que tout le monde dit qu'en anglais, il y a deux temps grammaticaux, le présent et le prétérit? On voit bien que le présent et le prétérit, ça ne sont pas des temps grammaticaux. Ce sont des opérateurs qui se combinent à d'autres opérateurs pour fabriquer des temps grammaticaux, des conjugaisons. Et donc, cette logique, on la voit très bien dans cette équation réduite ici, où effectivement le présent et le prétérit, on voit que c'est le seul microsystème où on n'a pas de zéro. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'on les retrouve mis en évidence ici dans la grammaire explicative de l'anglais, qui est l'ouvrage de grammaire le plus utilisé dans les universités à l'heure actuelle, et dont l'un des auteurs, d'ailleurs, je voudrais saluer l'un des auteurs, qui est un collègue universitaire palois, qui est donc l'auteur de cet ouvrage de référence. Et donc ici, on a non seulement les 8 conjugaisons de l'anglais, et puis également des exemples avec un modal, puisqu'on peut ajouter ensuite d'autres éléments aux opérateurs de base. Mais néanmoins, cet ouvrage nous dit quand même que, en anglais, il n'y a que 2 temps grammaticaux, le présent et le prétérit. Il me semble particulièrement louable de voir qu'il y a une démarche pour trouver qu'est-ce qu'il y a derrière ces formes verbales. Une formule qui est proposée ici, alors pas dans l'édition originale, ça sera un peu plus tard, mais une formule qui montre justement cette envie de voir ce qu'il y a derrière, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qui m'a animée, moi aussi, pour justement arriver à l'équation verbale de l'anglais, où on retrouve tous les éléments qui permettent de fabriquer toutes les formes conjuguées de l'anglais. Il n'y en a pas d'autres, on a tout là. Et donc, pourquoi on appelle ça une équation ? Parce que, en fait, quand je veux conjuguer un verbe, je choisis un infinitif, je le combine avec un élément de chacun des 6 microsystèmes, et ça me donne toutes les formes conjuguées de l'anglais, à la voix active et à la voix passive, sans modal et avec un modal. On a tout résumé ici pour le présent, les 4 présents, et les 4 prétérites. Ensuite, on pourrait dire quelques mots du futur. Pourquoi est-ce que le futur, en général, on dit, je crois, dans le secondaire, que le futur, c'est will, ou will, c'est le futur. À l'université, on n'entend plus du tout ça. Et justement,
dans le jeu des formules verbales que j'ai présenté pour la nuit de la recherche et que j'ai amené d'ailleurs ici ce soir, si certains d'entre vous veulent le découvrir après le temps de questions qui suivra la présentation, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et dans ce jeu, donc, il y a la carte VS pour le présent, VED pour le prétérit et V2L pour will. Mais évidemment, la carte will, c'est une carte qui fait perdre des points. Puisque, en fait, le futur, en anglais, n'est pas un temps grammatical, en réalité c'est un modal. Donc dans l'équation, il se trouve ici, on le trouve dans la liste des modaux, et on voit bien que will, en réalité, c'est le présent. On comprend plus facilement que would c'est le prétérit, mais enfin will c'est le présent. C'est un modal qui exprime une idée de probabilité dans le présent. Alors pourquoi on le confond avec le futur ? Parce que quand on dit que quelque chose va probablement se produire, ça va probablement se produire quand ? Dans le futur. Et du coup, on confond l'idée de futurité et l'idée de probabilité. Mais si on reste sur l'idée de probabilité, on est beaucoup plus équipé pour gérer tous les emplois du futur. Ici, on voit un futur, on met will. Ici, on voit un futur, est-ce qu'on met will ? Non, on analyse la phrase et on voit que quand j'aurai 18 ans, ça n'est pas quelque chose que je veux exprimer sous l'angle de la probabilité. C'est pas une probabilité, c'est quelque chose qui déclenche le fait d'apprendre à conduire. Donc, du coup, ça n'est pas compatible avec will et je dois traduire par I will learn how to drive when I am 18. Donc tout ça, c'est à l'arrière-plan dans l'équation verbale qui englobe toute cette logique du système verbal de l'anglais. Et là encore, j'espère qu'avec ces analyses et cette présentation, on sent que peu à peu, on renaît à notre langue, alors plus ou moins quotidienne. C'est vrai que moi, je travaille en LEA à l'université, donc avec des étudiants qui sont trilingues, qui font de l'anglais, de l'espagnol ou de l'allemand. Bref. Ensuite, je voudrais souligner le fait que donc on a dit mode, temps, aspect, mode, c'est la façon dont aujourd'hui on aborde la grammaire du verbe, aussi bien en grammaire française qu'en grammaire anglaise. Et il s'agit là d'éléments qu'on a regroupés, mais qui sont pas liés par une logique qui fait que ça correspond à quelque chose de logique. C'est juste 3 éléments qu'on a rapprochés parmi d'autres éléments qu'on doit également considérer. Et donc ça constitue des tripartitions, alors que dans l'équation verbale de l'anglais, on retrouve vraiment une présentation triadique, une présentation sémiotique du système verbal de l'anglais, puisque VS et VED qu'on retrouve systématiquement dès qu'on conjugue un verbe, ils constituent la priméité du système verbal de l'anglais. Et puis DOU plus V0, ça sera la secondéité qui permet de changer d'un type de phrase à un autre. Et les 4 opérateurs rouges, ce sont les opérateurs de tiercéité, puisqu'ils expriment une relation avec autre chose. Ensuite, je voulais mentionner également sur la notion d'aspect inaccompli. On trouve des tas de choses dans ces domaines, et notamment liées à la question de l'action. Si je veux regarder la question suivante, est-ce que être en train de, c'est une expression qui permet d'exprimer une action en cours de déroulement? Est-ce que l'invariant de cette locution, c'est l'aspect inaccompli, l'aspect duratif, l'aspect progressif? Eh bien, on peut se poser la question en regardant les 2 exemples suivants. Quand est-ce que je vais dire « je lis le journal » ? Quand est-ce que je vais dire « je suis en train de lire le journal » ? Et là encore, eh bien, on va voir que dans les 2 cas, on peut imaginer que l'action est en cours de déroulement. Donc c'est pas ça qui est au cœur du sens de cette expression, qu'on peut de nouveau expliquer en recourant à la grammaire linguistique de l'anglais, la théorie des phases, la théorie méta-opérationnelle, dans une perspective tout à fait en harmonie avec la sémiotique, et dire que je lis le journal, c'est ce que je dis quand je te présente l'information. Je te dis ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais ça. Et si je dis « je suis en train de faire quelque chose », c'est toujours par rapport à autre chose qui est déjà dans mon espace de communication. Et donc là, par exemple, peut-être tu me demandes de venir t'aider.
Et je te dis, ben non, là, vraiment, je peux pas, je suis en train de lire. Donc, je suis en train de lire. Être en train de, finalement, c'est un marqueur de présupposition. Il me semble que ça marche bien. Enfin, moi, quand j'ai découvert les théories d'Adam Chevsky, j'étais vraiment, je me suis sentie renaître à ma langue seconde. Et après, on peut se poser les mêmes questions pour l'anglais. Est-ce que B plus ING, c'est une idée de présupposition? Alors, on peut regarder 2 exemples qu'on emprunte à Jean-Pierre Gabilan dans son excellente grammaire expliquée de l'anglais, avec justement les explications en termes de phase, sauf qu'il utilise d'autres mots, mais sur le fond, c'est la même chose. Quand est-ce que je vais dire he lives? Quand est-ce que je vais dire he's living? Est-ce que c'est il vit en général et c'est une habitude et puis il est en train de vivre là maintenant? Ça marche pas du tout en fait, ça n'aurait même pas de sens. Alors que si on envisage les choses dans la perspective de la théorie des phases, on voit qu'on a sélectionné des notions lexicales dans la priméité et puis on les a inscrites, on les inscrit dans l'espace de communication. Je te présente le fait qu'il vit avec sa petite amie. Par exemple, on est en train de discuter, puis je te dis, oui, ben lui, il est péruvien, il fait des études de biologie, il vit avec sa petite amie. Je présente des informations pour elle-même. Et ensuite, la deuxième possibilité, dans tous les cas de communication, d'après Henri Adamczewski, c'est qu'il y a quelque chose déjà dans l'espace de communication dont on est en train de parler. Donc, par exemple, imaginons, je suis avec un groupe d'autres étudiants devant la BU à la fac, et puis on est en train de parler d'un étudiant qui est tout le temps tout sourire, il a l'air vraiment bien dans ses baskets, toujours de bonne humeur, sympa et tout, et puis à ce moment-là, quelqu'un dit, ben oui, il vit avec sa petite amie et leur bébé de 6 mois. Donc là, on comprend que l'énoncé, il a un sens complètement différent. Et du coup, on voit bien qu'il est produit en relation avec quelque chose qui était déjà là. Et du coup, on va au-delà de la présentation des faits, on fait une méta-inscription. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de lien direct entre la langue et le monde, entre ce qui est d'ordre linguistique et ce qui est extra-linguistique. Et c'est la même chose pour un temps grammatical, il n'y a pas de lien direct avec un temps chronologique. On pourrait le présenter de façon un petit peu plus sémiotique. Un temps grammatical, ça n'a pas pour objet de référer au temps chronologique. Si je veux parler du temps chronologique, eh bien, je vais regarder les marqueurs temporels, hier, demain, l'autre jour, et dans la plupart des cas, en fait, ils sont implicites dans la situation d'énonciation, dans le contexte. Et donc, on sait bien que ça renvoie à cette réalité du temps chronologique dont on nous dit qu'il n'existe pas, mais bon. Et moi, je vais interpréter ma relation au temps, à la réalité du temps. Je vais me dire, ben oui, c'est maintenant, c'est avant, etc. Et si je m'intéresse au temps grammatical, ben c'est quelque chose de complètement différent. Et là, je vais regarder les marqueurs verbaux, les opérateurs grammaticaux qui apparaissent sur les verbes. Et ça n'aura plus rien à voir avec les temps chronologiques. Les marqueurs verbaux, ils indiquent les invariants des opérateurs grammaticaux. Et donc, du coup, c'est ça que je vais interpréter. Et je vais dire que le temps grammatical, il ne permet pas de référer au temps chronologique, il permet de référer au temps interprétant, c'est-à-dire à mon interprétation de la valeur sémantique des opérateurs grammaticaux. Et donc, par exemple, chaque fois que j'emploie la forme simple, eh bien, c'est parce que je veux présenter un fait. Je fais une inscription. Et puis, chaque fois que j'emploie la forme B plus ING, c'est parce que je vais au-delà des faits. Je fais une méta-inscription. C'est la phase 1 et la phase 2 d'Henri Adamczewski, avec une perspective un petit peu sémiotique. Et donc, on a vu, vous vous souvenez de cet exemple, he lives with his girlfriend, je te présente l'information, he's living with his girlfriend. Je dis ça par rapport au fait qu'il a l'air toujours très heureux. Et donc, on peut mémoriser l'essentiel en notant les invariants des opérateurs dans l'équation. Donc, l'invariant de l'opérateur 0 ici, qui signifie forme simple, l'absence de B plus ING, c'est l'inscription, et la méta-inscription pour B plus ING. Et ensuite, le présent, quel est l'invariant de VS? Quel est l'invariant de VS? Chaque fois que j'emploie le présent,
quel est le point commun à tous les cas où j'emploie le présent. Bon, je parle surtout de l'anglais, en fait, j'ai moins réfléchi au français, mais en tout cas en anglais, chaque fois que j'emploie VS, eh bien, c'est parce que je suis complètement dans ce que je raconte. J'en suis tout imprégnée. On va dire que c'est prégnant. Et du coup, le mot-clé pour l'invariant de VS du présent, c'est la prégnance. Et en revanche, quand j'emploie le prétérit, eh bien, ça va être tout l'inverse, c'est-à-dire qu'avec le prétérit, je sens un décalage, une distance entre moi et ce que je dis, et du coup, ce que j'exprime est non prégnant. Donc, prégnance et non-prégnance, ça va être les mots-clés pour les invariants du présent et du prétérit. Puis après, on a bien compris, ça se combine. Donc, du coup, l'invariant du présent simple, ça va être l'inscription prégnante, c'est-à-dire je présente un fait dont je suis tout imprégné. Voilà donc ce qu'on pourrait dire d'une façon générale. Le message que je voulais faire passer aujourd'hui, essentiellement, c'est cette idée-là, c'est que de mon point de vue, le temps grammatical, ça ne sert pas à référer à un temps chronologique, ça sert à référer à un temps interprétant. Alors par temps grammatical, on entend pour l'anglais les temps grammaticaux dont on a fait la liste ici, qui sont des combinaisons d'opérateurs, et la valeur réelle à laquelle ils renvoient, c'est l'invariant de chacun de ces opérateurs. Donc on a vu, ça va être la prégnance ou la non-prégnance, l'inscription ou la méta-inscription, puis les autres on ne les a pas vus. Et donc moi je vais interpréter ces valeurs sémantiques, et je vais comprendre par exemple que si on emploie le présent simple, c'est qu'on fait une inscription prégnante, c'est-à-dire qu'on présente un fait dont on est tout imprégné. Donc c'est tout simple, mais il me semble que justement les choses les plus fondamentales, elles sont toujours simples. Et donc on pourrait dire pour conclure, que voilà, l'idée de base de cette présentation, c'est que un temps grammatical, ça ne sert pas à référer à un temps chronologique, ça sert à référer à un temps interprétant. Je vous remercie pour votre attention.